persuadé d'être un peu immortel. Ben oui, Qu'on arrivera ben, juste au bien moment. sûr. Ça, mais c'est ce qui fait aussi tout le bonheur de. Oui. Et on dit profiter de la vie, vous en avez de la chance, mais on ne profite pas de la vie à cause de cela. On la profite tout naturellement parce qu'on doit vivre et que le plaisir est plus important que la douleur. Enfin bon, bien sûr, non, ça prouve que vous avez quand même une vue de la vie très optimiste. Moi, je trouve ça plutôt bien. Bah, je suis persuadé que le monde s'en sortira. Toutes les menaces qu'on nous fait sur la pollution, etc., j'ai la conviction qu'étant donné la nature humaine et l'évolution, si vous voulez, de la civilisation, on maîtrisera ces choses. Vous avez conscience. Oui, je pense que le sida aussi, on s'assiera dessus un jour. Ça, c'est une. Mais ça, c'est une. Moi, j'ai souvent constaté que chez les personnes de votre génération, le sida était un peu moins pris au dramatique, surtout parce que vous avez connu des choses presque aussi graves. La syphilis à une époque, on en Oui, oui, on peut dire que si je suis resté pratiquement vierge, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je suis jusqu'à l'âge de 21 ans, j'étais très pauvre et j'avais une peur bleue d'attraper la syphilis en baisant une prostituée. Et je me disais, si je suis très pauvre et que j'ai la syphilis et que je n'ai pas de parents, pas d'amis, qu'est-ce que je vais faire Alors, et je n'avais pas d'argent, qui était peut-être l'essentiel. Moi, je sais, quand mon père m'en parle, c'est de la syphilis, c'était Ah. vraiment Ah oui, espèce et de crise collective. au régiment où j'étais, on nous faisait la petite conférence, on nous donnait d'ailleurs des produits, et on disait que 10% de la population belge était atteinte de la syphilis. Était-ce vrai, était-ce pas vrai? Mais ce n'est pas exclu. Et puis avec la découverte de la pénicilline, je crois, ça a été terminé. Oui. Alors ça a été terminé. La tuberculose, tout le monde claquait. Dans le premier Sénat où j'allais, j'avais des compagnons de cure, puis je ne les voyais pas le lendemain, on disait qu'est-ce qu'ils sont morts. Hémorragie. Et on ne connaissait pas les remèdes. Alors on essayait des vaccins qui assassinaient des gens au lieu de les guérir. Alors la tuberculose est finie aussi. Elle existe, mais enfin on la soigne. Très bien. Mais alors le sida, c'est tout nouveau. Ça m'a l'air assez embêtant, le sida. Vous trouvez ça plus grave qu'elle était la syphilis ou qu'elle était. Je crois parce que le sida, c'est une manifestation d'une maladie hypocrite. Écoutez, si vous incubez le sida pendant 6 mois, c'est seulement au bout de 6 mois que vous vous apercevez que vous l'avez. C'est embêtant, hein? Oui. Entre-temps. Oui, Entre-temps, vous avez fait un film, peut-être que votre vedette a attrapé le sida. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé avec le sida, c'est l'exploitation qu'en ont fait tous les milieux conservateurs. Ah oui. J'ai trouvé ça. Oui, mais c'est la même exploitation qu'ils font maintenant à propos de l'écroulement que les communistes. Ah, L'écroulement communiste, mais qu'est-ce qui tue le communisme? C'est la société, comment on appelle ça d'ailleurs, d'exploitation, mais c'est aussi la victoire de la social-démocratie. C'est le triomphe de la social-démocratie. Eh bien, a priori, elle était à gauche, la social-démocratie. Elle détestait ça. il y a eu une espèce de réaction très triomphaliste de tous ces milieux de droite face à. Ah oui. C'est Ils ont dit, nous l'avons toujours dit. Oui, Or, je crois maintenant, du haut de mon expérience, qu'il y a des époques où il faut faire ceci et des époques où il faut faire cela, même si c'est contraire. Il y a à chaque fois des problèmes qui demandent des solutions différentes et qui ne sont pas nécessairement de la même teinte. Moi, il me semble que je n'ai jamais bougé d'opinion. C'est sans doute pas vrai. Mais j'ai l'impression que maintenant, je pense sur les choses et les gens la même chose qu'à l'âge de 15 ans. Vous n'avez pas eu, disons comme on dit, l'intolérance de la jeunesse? Mais ici, à ce moment-là, je voulais le maximum. Je voulais la révolution. Mais c'est aussi ce que je veux maintenant. Mais je crois que les méthodes que l'on croyait bonnes, enfin c'était la révolution d'octobre, après tout, ce n'était pas une si mauvaise méthode, puisqu'elle a triomphé, à quel prix c'est vrai, mais c'est à cause des autres qu'elle a triomphé aussi, à quel prix c'est vrai. Vous savez quand... Enfin, on n'a jamais fait autrement. Tout le monde maintenant applaudit d'une façon très fade la Révolution française, sans se rendre compte de ce que ça représentait, de ce que c'était. Non. La Révolution française, ça a été une horreur, ça a été un massacre sans nom, ça a été des années de la terreur, mais en même temps, ça a été vraiment la libération de bon nombre de choses.
ça, je crois que les gens sont très hypocrites là-dessus. Mais la Révolution française, ils y pensent depuis 2-3 ans parce qu'on a fait beaucoup de plats. Mais sans ça, S'ils dans, pensent dans que- l'époque où j'allais à l'école, on n'en parlait jamais, sauf au cours d'histoire. Bien sûr. Je veux dire, on en a parlé surtout d'une façon très superficielle. Oui, Ce n'est oui, pas oui. la Révolution française qu'on a parlé. C'est pour ça qu'on a fait, à mon avis, tellement de fêtes et tellement de choses comme ça. C'est parce que les gens avaient peur de ce que ça représentait Oui, vraiment. oui. On n'a jamais été dans une époque où on est si loin d'une pensée révolutionnaire. Oui. C'est pour ça que moi, Mais- ça m'a beaucoup amusé. Écoutez, Tous ces événements. ici nous sommes des gens tranquilles, si l'on peut dire. Mais si l'on vivait, je ne sais pas, à Dakar, comme Jean Rouch, on serait révolutionnaire. Hein. Et on serait peut-être dans une équipe ou un commando pour aller mettre des bombes. Et là, ce serait la vérité de faire ça. Well. Bon, alors nous. Est-ce que dites, je garde ma cravate? Il vaut mieux que j'enlève. Hein. Oui, ça, c'est vraiment. Oui, je suis ça contre fait les partie rituels, je dis. Hein. de vos choix. Et je n'aime pas les cravates. Pourquoi en mettre? C'est ma destinée. Comme j'ai été employé dans le commerce, j'ai toujours avoir des petits costumes. Et je n'ai jamais été habillé comme vous l'êtes, par exemple, que j'aurais souhaité l'être. Mais pas moyen, c'était pas convenable. Ça fait foutre la porte. Toujours maintenant. Toujours maintenant. Aussi, ils examinent. Combien de fois je n'ai pas été pris dans des boîtes de publicité? Combien de fois on m'a fait des réflexions pendant le travailler parce que après une nuit entière de tournage, quand on venait le matin, j'étais pas rasé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé vraiment. Parce Il y a toujours eu des gens larges d'esprit Oui. pour Oui, qui oui. l'apparence n'avait pas d'importance et pour qui comptait Oui, la oui. qualité de la personne. Et puis il y a toujours des gens pour qui l'habit fait le moine. Ça, je crois que ça n'a vraiment pas changé. Ah, moi, je croyais que ça avait changé tout de même. Superficiellement, si vous voulez. Les cheveux longs, moi j'ai porté les cheveux longs très longtemps. Mais c'est resté. J'étais toujours capable de regarder. C'est les seules fois de ma vie où je me faisais arrêter systématiquement à la frontière. Oui. C'est comme ça. Ah oui, reste mais les encore. cheveux longs, c'était un temps, c'était une petite provocation vis-à-vis Bien sûr, de bien sûr. la société bourgeoise, conservatrice et autres. Bien sûr, ça le reste toujours. Enfin, de toute façon. Oui, oui. tout- Mais je ne sais pas, maintenant, on voit tellement au cinéma, par exemple, c'est ce cinéma que je vois le plus, que des jeunes gens, comme on disait autrefois, des bonnes familles, c'est-à-dire ayant un peu d'argent, s'habillent d'une façon négligée. Et que cette négligence est apparente. Par exemple, ils sont propres. Mais ça, c'est devenu une question de mode. Oui, ben oui. Ce qui n'était pas. Alors que porter les cheveux longs ou se moquer de sa tenue Oui. vestimentaire, c'est une question beaucoup plus personnelle. Alors que il y a des gens qui, en effet, Oui. font négliger, mais se donnent énormément de mal pour être négligés. Mais dans question indiscrète, est-ce que dès l'âge de 15e année, vous êtes entré en rupture avec votre famille? Pas du tout, je n'ai jamais été en rupture avec ma Mais non, c'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous Oui. entendiez bien avec votre père. Même. Moi, je m'entends merveilleusement bien avec ma famille. Et la seule rupture qu'il y a pu avoir, c'est en effet que je n'ai pas fait d'études. Mais oui. Et pas de diplôme. Non. Enfin, j'ai mon baccalauréat. Ah oui, tout de même. Oui, oui. Non, mais je veux dire, je suis dans une famille où on considère qu'il faut quand même faire des études. Oui, oui. Et où malgré l'apparence qu'on se donne d'une grande ouverture d'esprit, on trouve ça très bien que l'enfant fasse, par exemple, des études mathématiques, parce Oui, que oui. ça ouvre toutes les portes. Ça a été la seule rupture, et encore, ce n'était pas une rupture grave. Non, parce qu'il me semble, d'après vos propos, que vous avez une très large ouverture d'esprit sur à peu près toute chose. Meilleure peut-être que si vous aviez été appliqué dans une faculté quelconque. Je crois que, paradoxalement, ça, c'est un phénomène très étrange. On assiste ces dernières années, je trouve, à une espèce d'objectivisation de l'enseignement. C'est-à-dire que Oui. les gens veulent être objectifs, Oui, oui. veulent sortir des carcans idéologiques, etc., ne pas influencer. Ça m'a toujours paru ce qu'il y a de plus dangereux, parce que ça pousse l'élève à ne pas se former sa propre opinion, puisqu'il Oui. reçoit des informations soi-disant objectives.
Oui. qui à mon avis sont très subjectives. Et j'ai eu la chance de tomber sur un professeur, j'ai passé un bac économie, sur un professeur marxiste et même stalinien, qui nous a fait des éloges de Staline pendant des heures, etc. Et qui, moi, cet enseignement est extrêmement subjectif et même par moments aberrant à notre époque. Je crois que ça m'a permis de me former une opinion sur les choses qui est Oui, oui, c'est probable. plus, à mon avis, pas plus juste. Et disons que j'évite cette espèce. Ça m'a permis d'acquérir un sens critique, Oui. qu'il soit bon ou mauvais. Mais c'est-à-dire que vous aviez un pôle où vous pouviez vous référer tout le temps et qui vous servait de point d'appui, quoi. Je crois que ce fait que cet enseignement ait été excessivement orienté m'a appris à Oui, savoir réagir mais contre une information. Ce que les gens on voit le savent phénomène faire. dans beaucoup de personnalités quand elles parlent de leur formation religieuse. Ou bien, et moi-même, encore maintenant, j'ai une vague tendance. Alors, est-ce que je suis stalinien ou bien encore avant? Ce qui est bon pour le peuple, c'est la vérité. Et ce qui est mauvais pour le peuple, c'est le mensonge. C'est idiot, bien sûr. Mais c'est à partir de là, quand j'avais 15 ans, que je mesurais les choses et les événements. Eh bien, il m'en reste quelque chose. Ça n'est plus vrai, hein, bien sûr. Est-ce que ça n'est plus vrai ou ça n'a jamais été vrai? Ça n'a sans doute jamais été vrai, mais dans ma tête, je veux dire, Oui. dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mon esprit, j'ai toujours dans ma nature aspiré au luxe et au confort. Et je l'ai toujours blâmé. Et je le laisse entendre là. Pourquoi pas être contre une société qui favorise les riches et être riche soi-même? Pourquoi pas? C'est ce que défendait ce communiste milliardaire, là, je ne sais plus comment il s'appelait, dont le Parti communiste français a fait ses choux gras. Un type qui a réussi, je ne sais pas, un méridional, qui était archi-millionnaire. Oui. Oui, je ne sais plus quoi. Un con, un parenthèse, j'ai entendu parler quelquefois. Enfin, il y a tout dans le monde. Bon, nous pourrions Commencer. essayer de commencer. Oui, oui. Alors bon, comme je l'ai dit, on va prendre ça. C'est un dernier réglage de démarrage. Je vais peut-être orienter ça un petit peu mieux. Alors moi, on va donc prendre les choses du début. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'exposé des faits de votre enfance, etc. Mais comme je vous l'avais indiqué, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez maintenant du milieu familial. D'abord, je sais que vous avez perdu votre père très jeune, et moi ça m'aurait intéressé de savoir la façon, ce que vous croyez qu'il a apporté à votre enfance, tout en n'étant pas présent, et ce qu'il a apporté pendant la période où vous étiez présent, ce que vous en savez. Non, c'est pas grand-chose. Vous enregistrez? Ah, ça marche. Ah bon. J'ai eu des parents fort aimables. Mon père était un homme charmant, il était architecte. Il était plutôt bien considéré, m'a-t-il semblé, rétrospectivement, comme dans son métier. Il était professeur à une petite académie qui se trouvait à Huy. Et il était gentil comme tout. Chaque fois, je me souviens de lui, car il est mort alors que j'avais 7 ans, je me souviens de lui que par des vagues entrevues, il allait souvent à la campagne, comme sa santé était mauvaise, et il rentrait le dimanche. Il m'apportait toujours un petit jouet et il était gentil comme tout. Et alors il me racontait en détail des batailles, qui pour mon enfance étaient merveilleuses. Les batailles aussi bien des Nerviens contre Jules César que des batailles de Peau-Rouge, qu'il lisait quelque part. Et ça m'exaltait extrêmement, naturellement, à l'âge de 7 ans, dites. Parallèlement, ma mère, qui était une charmante petite femme, je crois charmante, je le crois, on l'a dit, était une fille énergique et spirituelle. Elle était énergique en sens qu'elle a maintenu mon père jusqu'à sa mort, véritablement, dans un confort
physique qu'il ne pouvait plus avoir parce que nous étions ruinés et au-delà de toute expression. Et elle était spirituelle parce que sa venue était toujours un éclat de rire et de gaieté. Sa vue en public, nous étions 4, nous étions 8, dès qu'elle apparaissait, c'était un tourbillon joyeux. Alors, leur influence sur moi a été émotive. Mais ma mère a une influence plus grande en ce sens que bien que n'ayant pas été instruite, c'est-à-dire pas diplômée, elle aimait beaucoup lire. Elle habitait Liège dans son enfance et elle est souvent à l'Opéra de Liège. L'affaire est un peu comique à dire parce que l'Opéra de Liège, ça ne devait pas être très brillant. Mais elle avait vu ainsi une vingtaine d'opéras ou davantage encore. Et alors, à certaines heures, elle me les chantait et je m'asseyais sur ses genoux. Ce sont des souvenirs impérissables. Ce sont des souvenirs sensoriels, pas sensuels du tout. Il n'y a jamais eu la moindre équivoque dans mon désir vis-à-vis de ma mère, mais une affection qui passait toutes les limites du possible. Je serais mort sur le champ pour elle. Et à ce moment-là, c'était sincère. Hein. Ça, je ne sais pas ce que c'était vraiment, mais c'était certainement sincère. Et malheureusement, notre misère s'est accentuée. Elle a dû même être dans un orphelinat. Elle a dû venir me chercher dans cet orphelinat, alors qu'elle habitait à ce moment-là à Liège. Elle est venue à pied, de Liège à Huy, ça fait 35 km. Et elle m'a ramené le lendemain, à pied aussi, et ma soeur qui était dans un orphelinat de filles. Et là, à un examen médical, on lui a dit qu'elle était tuberculeuse aussi. Alors elle n'avait plus d'issue, et elle n'avait pas d'argent. Elle était employée, mais elle n'avait pas d'amis non plus. Alors, elle a écrit à sa sœur, par des moyens détournés, qui était à Paris, et qui lui a dit, viens à Paris, on prendra soin de toi. Alors, elle a mobilisé tout ce qu'elle pouvait avoir d'argent en vendant notre petit Saint-Frusquin et les bijoux, et on a pris le train vers Cologne, puis vers Stuttgart, puis de Stuttgart vers Zurich, et puis de Zurich vers Pontarlier. On est arrivé en France, à Paris, où on a retrouvé en effet sa sœur, qui était une bourgeoise installée, mais une bourgeoise autoritaire et que ma mère ne pouvait pas sentir. Alors moi non plus, je ne pouvais pas la sentir puisque ma mère ne l'aimait pas. Nous avons vécu là 3 semaines à Paris et puis nous avons été expédiés par les services de l'État qui s'occupaient de réfugiés en Normandie. Et en Normandie, j'ai passé là 1 an et demi, je crois, d'une façon dans des fermes comme, pas du tout comme ouvrier, hein. Je vivais, quoi, j'avais 10 ans. Et je suis revenu vers Paris un peu après, parce que ma mère s'est aperçue d'abord que sa santé restait aussi mauvaise. Elle n'avait pas d'argent là-bas non plus. Nous avons souvent, ma sœur et moi, vécu en volant des maraîchers. C'est-à-dire, on allait dans des jardins où il y avait des carottes, et on pêchait des carottes et des pommes de terre, et puis des pommes. Et les pommes en Normandie, ça foisonnait. Mais malheureusement, il y en avait beaucoup de pommes à cidre, ce qui fait que souvent, ce que nous ramenions n'avait pas de valeur. Mais ceci dit, tout ça dans mes souvenirs, ce n'est pas désagréable. C'était la période de la guerre à ce moment-là. C'était la guerre. C'était 1915. Moi, est-ce qu'on ressentait, enfin à votre âge et aux endroits où vous évoluez, on ressentait la présence de la guerre ou pas? Ah oui, très fort. Oui. Et sans compter que j'avais une mentalité formée par des roulades, hein. Vive la patrie, vive le Caléron, et montrons la charge, et mourons s'il y a lieu. Non, j'étais extrêmement patriote étant enfant, hein. Patriote belge. La France, enfin, c'était une Belgique, un écho de la Belgique. J'étais fâché que les Français ne trouvent pas la Belgique un pays très important, mais j'étais très patriote, très. Alors, et je suis allé alors à Paris, dans une pension de famille, dans une pension d'enfants, du genre alors zéro de conduite de Vigo, vraiment. Et où les gosses étaient aussi, on se lavait, vous savez, de temps en temps, pas souvent,
Mais on vous laissait aller dans votre famille le samedi, si vous aviez une famille, ou bien au bassin de natation sur la Seine, pour vous laver. Et tout ça, ce n'est pas si grave quand on pense en détail, et je crois que si on nous avait vus, on aurait été plein de pitié. Mais je crois, cette expérience que j'ai eue me laisse entendre que la grande misère que l'on ressent en voyant les pauvres petits au Vietnam ou aux Indes ou en Afrique, eh bien c'est vrai, ils sont dans une situation affreuse. Mais eux, en tant que personnes, ont cette espèce d'instinct vital qui euh, qui les pousse en quelque sorte à subir les choses avec une certaine philosophie, pas une certaine philosophie, mais un certain moral. En tout cas, à Paris, alors, j'étais dans une école industrielle qui s'appelait Diderot, pendant 3 ans, où j'ai appris la forge. Pendant 1 an et demi, j'ai été là, puis j'ai quitté. C'était idiot, mais j'étais toujours réfugié. Et alors, on vous collait où l'on pouvait. Moi, j'aurais voulu aller, je ne sais pas, dans un grand lycée, mais aller dans un lycée, il fallait de l'argent malgré tout. Il y avait donc un double rejet, à la fois à cause de votre situation sociale et à la fois à cause du fait que vous étiez étranger. Est-ce qu'il y a eu un sentiment de révolte ou alors un sentiment de résignation face à ça? Non, on attendait la fin de la guerre. À la guerre C'était juste. Et alors, je pensais, moi alors, et ma mère aussi, que dès la fin de la guerre, les choses allaient tourner et être meilleures. Et à l'école où j'étais, qui était donc une école professionnelle, les cours étaient d'un niveau extrêmement élevé. Il y avait à peu près 100 élèves par classe. Et ces 100 élèves étaient tous assez brillants parce qu'ils avaient été admis par concours. Et c'était la classe ouvrière parisienne, en grande partie. Et ils étaient à gauche, si l'on peut dire, car dans les récréations, si tout à coup quelques-uns se laissaient aller à des propos anarchistes en public, c'est-à-dire à se moquer de l'inspecteur du surveillant, alors on nous faisait chanter. Et on commençait généralement par chanter des chansons comme Mourir pour la patrie, c'est le soir le plus beau. Et puis on emboîtait sur l'international, sur le refrain de l'international, parce que c'était tout ce qu'ils savaient. Alors c'était immédiatement la répression, si l'on peut dire. C'était levez-vous, sortez, peut-être pas ça. C'était une sorte de jeu où il y avait réellement un sentiment. Il y avait un sentiment. Parce que quand les grands de la classe qui avaient 17 ans partaient de l'école, c'était pour être mobilisés. Et on savait qu'ils allaient se faire tuer. Et on savait que la guerre n'était pas simple. Il y avait déjà dans ce monde-là, c'était un monde ouvrier, hein, il y avait déjà une conscience assez lucide des événements. Ça tournait naturellement à l'exaltation patriotique, puisque dans les dernières semaines de la guerre, on savait que l'Allemagne était battue. Et des casques allemands étaient accrochés partout à Paris, sur toutes les grilles, aussi bien celles des Tuileries qu'ailleurs, il y avait les casques allemands. Alors, le grand jeu, c'est d'aller dénicher les casques allemands. Je reviens avec 5-6 casques allemands. On était contents comme tout. Tout ça était... Est-ce qu'il y a un moment pendant la guerre où vous avez pensé que la guerre continuerait jusqu'au point où vous seriez mobilisé également? Non, pas. J'étais trop jeune, moi. Parce que tout ça s'est passé alors qu'au maximum, j'avais 14 ou 15 ans. Oui, mais cette guerre s'éternisait en longueur. Oui, Au oui. début, on pensait que ça allait finir en 15, puis en 16. Vous n'avez jamais pensé donc qu'elle durerait Non, j'ai pensé naturellement à m'engager. Et là, c'était de l'hypocrisie de ma part sans doute. Mais je me disais, je suis trop petit, trop jeune, trop faible. Et j'ai pensé ça d'ailleurs un peu après, quand j'étais orphelin et que j'avais 15 ans. Je me suis dit, je ne peux rien faire. Je ne suis pas un homme. On ne peut pas me considérer comme un homme de l'autre côté. Et alors, je suis resté en plan de ce côté-là. Mais cette période a été pénible parce que ma mère était très malade. J'allais en vacances avec un oncle anglais qui était riche et qui me baladait en France, dans les Alpes, etc. Et puis il m'a amené à Londres, en finale 2 mois chez lui. Et là, nous ne nous sommes pas tellement bien entendus. Et quand ma mère est pratiquement morte, ma sœur, qui était auprès d'elle,
m'a télégraphié. Ma sœur avait à peu près mon âge, un peu plus, un an de plus. Ma sœur m'a télégraphié et j'ai dit à mon oncle, je vais à Paris voir ma mère. Alors il dit, si tu t'en vas, c'est fini entre nous. Tu n'as pas à t'en aller. Alors du coup, je suis parti volontairement. J'avais un peu d'argent de poche et j'ai passé même par la fenêtre. J'ai passé par la fenêtre, c'était pas héroïque, c'était le matin. À 6 heures du matin, je ne voulais pas qu'on le voie, quoi. Et je suis parti par Dieppe. Et c'est ce qui est curieux, quand je pense rétrospectivement, j'avais 16 ans, 15 ans. Et c'est que j'ai jamais été embêté par les officiels. On m'a donné des tickets, on m'a donné un billet pour le bateau, j'avais demandé des papiers. Je crois que j'ai là eu bénéficié du fait que j'étais un enfant, qu'on a toujours dit, il est avec un autre, etc. Enfin, je suis rentré à Paris alors, et 2 jours après, ma mère mourait. Et alors, dans ces périodes, vous avez un peu découvert l'étranger. Vous étiez complètement nubilé par les événements qui vous touchaient personnellement, ou alors vous avez quand même pu tirer, je dirais pas un profit, mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ces voyages, cette découverte de l'étranger, ou c'était quelque chose C'est-à-dire qui que venait entraver votre vie? je lisais beaucoup. Hein. Vraiment, à 15 ans, j'avais lu tous les classiques français et russes, et aussi des auteurs anglais, comme Dickens. Et à Londres, je me suis baladé pour voir les endroits où se passaient les Pickwick Papers, et puis d'autres, et Oliver Twist, et Edmund Copperfield. J'étais, de ce côté-là, très formé. Cérébralement, j'étais beaucoup mieux que physiquement ou socialement. Socialement, je ne savais pas comment faire. Et j'étais timide, je n'osais pas m'adresser aux adultes avec ouverture. Et ça, c'était naturellement une affaire grave que de se secouer. Quand ma mère est morte, c'était dans une sorte de petit taudis à Paris, au Batignolles. Je suis resté avec ma sœur. Ma sœur travaillait comme manutentionnaire aux Galeries Lafayette. Elle avait 1 an de plus que moi, elle avait presque 18 ans. Et nous avons vécu là. J'ai tout de suite trouvé un emploi où on ne m'a pas questionné. Et comme j'ai gagné de l'argent, alors j'ai suivi les cours par correspondance. D'abord pour devenir ingénieur, parce que c'était l'idée fixe de mes parents de me faire de moi un ingénieur, et je n'avais pas de don pour les mathématiques. Et très rapidement, j'ai bifurqué et j'ai pris des cours pour passer ma licence. Pas le baccalauréat, c'était trop petit, ça. Et c'était ridicule parce que j'ai suivi ça pendant quelques mois, ça me donnait beaucoup de mal, et on me renvoyait mes textes en disant apprenez le français, etc. Mais là, il y a un peu cette volonté d'apprendre et de comprendre les choses, cette espèce de boulimie que vous avez eu des livres très jeunes, c'était quoi? C'était un plaisir très personnel, ou alors il y avait une espèce de revente, de volonté de prouver que... C'était un bénéfice personnel, et puis je voulais m'affirmer. Je savais que j'étais très pauvre, et je voulais, dès l'âge de 20 ans, être au niveau le plus haut de la préparation sociale. Mais est-ce que vous exhibiez ces connaissances, ou alors c'était quelque chose... Je n'exhibais que quand je trouvais un interlocuteur qui m'en faisait parler. Quand j'ai travaillé dans un bureau, je n'ai jamais montré ça. Au contraire, j'étais en très bon terme avec mes camarades employés, et il n'y avait pas de... Mais j'allais au concert et j'allais au théâtre, je ne leur parlais pas de ça. Et je ne leur parlais pas non plus de mes opinions, parce qu'à ce moment-là, j'achetais l'Humanité tous les jours. Et ce n'était pas de la révolte à propos de moi qui me menait au communisme. C'était une idée de la société. C'est pas du tout parce que j'étais pauvre, parce qu'on a l'air de dire vous êtes pauvre, alors naturellement c'est naturel d'être révolutionnaire. Mais c'est pas vrai. Alors, pour embrayer un peu sur ce sujet-là, est-ce que la révolution de 17, d'abord, est-ce que les échos vous parvenaient très précis, ou alors c'était quelque chose de très vague? Au début, la révolution de 17, c'était dans les journaux parisiens, et dans un moment où moi j'étais patriote et l'esprit d'Aoulez, c'était des bandits. On mettait Lénine, le chef de bande, ou bien le gangster, le mot gangster n'était pas encore, mais le bandit, enfin. On racontait que les bolcheviks, c'était des bandits, et qu'ils avaient pris
le palais d'été, mais qu'on les avait chassés du palais d'été et qu'il y avait des héros, c'était les armées de Kolchak, de Wrangel, les armées blanches, etc. C'était là-dessus que je me suis appuyé, au contraire. Le communisme est venu progressivement. Il est venu de mon évolution alors philosophique, si l'on peut, ou religieuse. J'ai essayé dans la religion le protestantisme, et puis j'ai essayé tout ce qui était la recherche de Dieu, quoi. Et les théosophes m'ont le plus appris. Les théosophes, c'est une secte, vous savez, où l'on admet toutes les religions, où l'on fait et j'ai fréquenté alors les conférences théosophiques, et c'était très bien. J'ai lu alors des tas d'ouvrages, et ces ouvrages étaient en somme, à mon égard, avancés. Ce n'étaient pas du tout ceux ils développaient des idées qui n'étaient pas du tout celles de l'entourage où je vivais. Je vivais dans une petite maison ouvrière au Batignolles, et je fréquentais mes voisins, qui étaient absolument loin de tout cela. Mais en allant voir les théosophes, j'ai aussi été voir les occultistes, les spirites et les autres, avec un esprit critique constant. Je n'ai jamais marché, mais j'ai vu des choses étonnantes. Vous savez, il y a des manifestations occultistes qui sont étranges. Non seulement les médiums que l'on peut influencer à distance, à quelques mètres, mais toutes sortes. Je crois que c'est le magnétoscope qui fait des... Comment? Magnétoscope qui fait des... Ah, c'est le magnétoscope. Ah oui, il faut l'arrêter. Sujet. Et chemin faisant, je suis tombé alors sur des textes plus sociaux, plus détachés de cela. L'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard, par exemple, qui m'a vraiment éclairé sur comment le raisonnement pouvait s'établir. C'était, si vous voulez, le prolongement de Descartes, mais Descartes, je ne connaissais pas ça, si ce n'est par des raisons. C'est assez frappant quand on voit parler de ça, justement, parce que en parlant de politique, vous embrayez tout de suite sur la religion. Oui. C'est comme si c'était très... Mais c'est la même chose, à mon avis. C'est la même démarche. Je ne voulais pas faire de la politique pour me faire élire député ou pour faire carrière. Je voulais faire de la politique parce que je croyais que c'était utile et que ça devait répondre à une conception du monde que je me forgeais et que je me forgeais progressivement par la religion, par les recherches dans les sectes religieuses, par des lectures philosophiques. Et ces lectures philosophiques m'ont amené au manifeste communiste de Karl Marx de 1948. Et ce manifeste a été pour moi l'éclairage. Je me suis dit, oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que la société travaille. J'ai même, je m'en suis aperçu longtemps après, j'ai même magnifié ce qu'il y avait dans ce manifeste. J'ai même cru que c'était autre chose. J'ai cru que c'était aussi une requête de l'honnêteté dans les idées, plus du tout des histoires fulimineuses, on cherchait la vérité objective et simple. C'était ça que je croyais. Est-ce que ça a changé votre comportement ou c'était une démarche purement intellectuelle? C'était une démarche intellectuelle, mais du coup, je me suis mis à lire les publications socialistes et communistes. Et je me suis affermi dans cette idée. Et justement, un peu après, quelques années après, en lisant le manifeste surréaliste d'André Breton, j'ai trouvé là la réponse à un problème je me disais, les communistes et les matérialistes marxistes ont raison sur toute la ligne, mais ils ne proposent rien qui dépasse les choses matérielles de la vie. J'avais, au cours de mes petites enquêtes occultistes, vu qu'il y avait quand même des choses qui se passaient. Pas des choses importantes peut-être, mais enfin des choses que nous ne connaissions pas. Et alors, en voie de conséquence, j'étais étonné que ce soit si dépourvu de tout écho. Et les surréalistes, alors, m'ont apporté la solution. Parce que la lecture de l'inconscient, le manifeste lui-même, leur tentative à devenir communiste aussi, pour les mêmes raisons que moi. En fait, vous trouviez, en lisant le manifeste du Parti communiste, vous le trouviez un peu trop dissocié du reste de... Il était dénué, nous pouvons dire d'une façon plate, il était dénué de spiritualité, ce qui est
c'est un mot qui est tout à fait déplacé en ce moment. Il est un peu con, à mon avis. Mais c'était cela, malgré tout. Les communistes vous expliquaient comment le monde fonctionnait, comment il fallait agir sur le monde, comment il fallait faire des grèves, n'est-ce pas, comment il fallait obliger des patrons qui jamais, par un esprit chrétien ou autre, allaient donner des augmentations à leurs ouvriers. Il fallait taper dessus pour obtenir une réaction. Je trouvais ça assez juste. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est mort? Rien. On ne croit pas en Dieu, et bien c'est fini. Alors, pourquoi pas, hein, c'est d'ailleurs, je pense maintenant, ce qui se passe aussi. Mais il y a quand même autre chose dans la vie qui était plus précieux, plus fin, plus délicat que la musique me faisait pressentir. Voilà. Eh bien, Passons un peu à ce sujet-là. Bon, donc vous avez commencé une carrière professionnelle dans un atelier de dessin, je crois. Mais en marge de ça, oui. Écoutez, je n'ai pas entré en détail. Quand j'ai quitté l'école, ma mère vivait encore. Et elle m'a placé, comme il fallait, d'après elle, que je suive des cours pour entrer dans une école d'ingénieur. Il fallait que je suive, que j'ai une activité un peu dans ce domaine. Et elle m'a trouvé un emploi chez un dessinateur industriel de la rue du Louvre, dans le centre de Paris. Et là, on calquait tout le temps avec des tire-lignes. C'était un travail fou. Nous n'étions que deux, hein, pas beaucoup. Et l'homme était un type extrêmement compétent, un de ces artisans merveilleux. Et là, j'en ai le souvenir maintenant parce que ça revient avec les contes de Chabrol et d'autres. J'étais en contact avec tout ce petit milieu artisanal de Paris, juifs pour la plupart. Je ne savais pas ce que c'était que les juifs, ni qui ils étaient. Mais je suis allé alors porter des messages et avoir des commandes, etc., simplement comme instrument. Et je trouvais ce monde, ils vivaient dans une sorte de crasse indescriptible, et ils étaient si subtils dans leur art et dans leur propos. Et ça, c'est un phénomène assez français, peut-être. Parce que si on était allé en Hollande, hein, on aurait trouvé des ateliers vraiment nettoyés et peints. Et à mon avis, c'était mieux. Mais les Français peuvent vivre dans une certaine crasse à cette époque. Ça, c'était toujours pendant la guerre. C'était pendant la guerre. Et dans l'intervalle, quand j'avais à midi 1 heure, j'avais 2 heures à midi pour aller manger, ma mère me donnait 50 centimes pour que j'aille dans un restaurant pas cher, si j'en ai fait pas cher. Et au lieu d'y aller, je mangeais des croissants et puis j'achetais quelques livres. Ou bien j'allais au Louvre qui était à côté et je m'étais fait à un moment donné une sorte d'éducation qui était pas mal. Tous les jours à midi, j'allais voir un seul peintre, une pièce avec un seul peintre. Je lisais des choses à propos de ce peintre avant et après. Et ce qui fait qu'ainsi, je me suis instruit d'une façon vivante par des leçons de choses, comme on dit dans une... Alors cette découverte, entre autres, là, pour parler de la peinture, est-ce que c'était fait d'une façon très ouverte, c'est-à-dire que vous observiez vraiment tous azimuts, ou alors déjà à cette époque vous aviez des courants ou des mouvements ou des peintres en particulier qui avaient vos préférences? Je ne crois pas. À cette époque, j'étais flatté par le romantisme, et c'était tous les sujets qui étaient romantiques et qui me plaisaient. Vous savez, mais il y en avait d'autres aussi. J'étais de ce côté-là sans choix déterminé. Je crois que manuellement ou artisanalement, je ne suis pas doué. Et de ce côté-là, je voyais les choses d'une façon un peu neutre pour m'instruire. Plus près de sensible, je disais qu'il fallait comparer le bleu et le jaune ou de tel ou tel tableau. Alors je regardais pour voir comment c'était fait. C'était vraiment le scolaire, quoi. L'éducation scolaire. Ça m'est resté parce que j'ai su qui étaient ces peintres. Hein. C'était des étiquettes qui correspondaient à des images. Et par la suite, ça a changé. Mais est-ce que quand vous visitiez uniquement les musées, ce qu'on pourrait appeler traditionnels, ou alors vous alliez voir des choses un peu en marge, comme bon, il y avait déjà écoutez, les impressionnistes. Bon, on était arrivé à la fin de l'impressionnisme à cette époque-là, mais c'était encore un phénomène assez en marge, qui n'était pas tout à fait reconnu. Écoutez, je ne pourrais pas dire en 1917, mais les impressionnistes, je ne les ai jamais connus que dans les musées. Et tout de suite. Donc beaucoup, c'était
Il y avait un musée, il y avait le Luxembourg, et puis il y a eu au Louvre, comment ça s'appelle là, ça vient à peine de finir. J'ai un mot dans la tête, c'est laiterie, ce n'est pas ça. Enfin, qui s'adonnait à l'art, à l'art, comme vous dites, je ne sais plus, À l'impressionnisme. à l'impressionnisme. D'un côté, je cherchais aussi, comme je fréquentais les occultistes, les peintres qui exaltaient les choses de l'au-delà, etc. C'est-à-dire les symbolistes. Les symbolistes. Et puis il y avait, je pense à cette époque-là, c'était très nouveau. Il y avait des choses qui, je pense, n'étaient pas encore dans les musées, mais qui étaient beaucoup plus confidentielles. C'était le cubisme, enfin des choses. Oui. Là, j'étais curieux et je ne portais pas d'avis définitif, mais j'étais étonné. Étonné que l'on aime à cela. Et alors, mais je ne pouvais pas prendre position parce que j'ai toujours eu ce complexe d'infériorité qui me laisse penser je ne suis pas assez évolué ou assez instruit. Et ça va venir. J'avais cette... Mais est-ce que, à cette époque-là, vous pensiez, en fait, cette espèce de... votre passion pour ce qu'on a parlé de la peinture, est-ce qu'il y avait un but? Est-ce que vous pensiez déjà à la critique? Ou alors est-ce que vous espériez, dans une certaine mesure, peindre vous-même un jour? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Je ne cultivais cela que comme un élément de ma culture générale. Comme je lisais un roman, sans vouloir être romancier. Hein. Et pour moi, c'était un des jalons de l'histoire de la société et de l'art. Tout ça n'était pas cohérent, on n'était pas conscient non plus. Et je ne voulais pas être peintre. J'ai jamais pu dessiner un vase ou une pomme. Alors je ne croyais pas que j'étais doué. Mais la peinture en tant que telle, puisqu'elle était terminée, me plaisait beaucoup. Et alors je cherchais aussi, maintenant que j'y réfléchis, les peintres symbolistes, comme vous dites. Je n'ai pas de le nombre, enfin, il y en a des... Et c'était donc, est-ce que vous êtes, à cette époque-là, est-ce qu'à Paris, la peinture était quand même un milieu très fermé, ou alors est-ce qu'on pouvait voir Non. des gens, des peintres belges, les expressionnistes flamands, en sort, est-ce qu'ils aboutissaient à Paris ou pas? En ce temps-là, je n'ai rien vu qui soit... Mais vous savez, c'était entre 1915 et 1922 peut-être. Ils naissaient à peine, les expressionnistes flamands. Oui. Alors, je n'étais pas assez... J'allais apprendre l'ABC. Hein. J'allais voir les œuvres de Franz Jolicoeur ou de Jordaens. Les Belges, c'était Jordaens et Rubens. Et des choses comme ça. Et ça ne me plaisait pas. Non. Ça ne me plaisait pas. Je préférais les Hollandais, et surtout les Français. Hein. Ou bien des gens comme David. Vive la Révolution. Hein. Mais est-ce que vous aviez à cette époque-là une chose qu'on trouve beaucoup à notre époque, c'est-à-dire un goût pour l'originalité et pour le non-conformisme dans l'art, ou pas du tout? Pas beaucoup, pas du tout même. Je ne savais pas ce que c'était que le conformisme, non le conformisme. Je voyais des images qui étaient vantées comme étant de belles images, elles me paraissaient belles d'ailleurs, et puis je n'allais pas plus loin. Non, c'est resté très superficiel. Donc il n'y avait pas du tout la même démarche que sur le plan politique, pourrait-on dire. Il n'y avait pas un rejet d'une certaine forme qui représentait... Non, la peinture est restée tout à fait marginale, comme la musique. La musique, c'était bien quand je pensais à l'existence de Dieu, et la musique, ça existait. Mais c'était flou, hein, c'était vague, hein, et c'était la musique la plus banale qui soit, enfin la plus classique. C'est-à-dire c'était toujours Mozart, Beethoven, etc. Les mêmes que maintenant, et qui m'enthousiasmaient considérablement. Je sais qu'il y a un concert au Châtelet, hein, qui devait être très mal joué, c'était Gabriel Tierney qui dirigeait, c'était un médiocre chef d'orchestre, mais je n'en savais rien. Mais je sais qu'une fois je suis sorti avec les pieds qui véritablement étaient ailés, tellement ça m'avait semblé beau, je ne sais plus quoi. C'était la symphonie
de Berlioz, je crois. La fantastique. Un truc, enfin, j'étais dans un état d'exaltation extraordinaire. J'étais tout seul, je n'avais pas d'amis. C'est triste. Parce que cette espèce cette découverte des arts, enfin, cette activité parallèle à l'activité professionnelle, vous ne trouviez pas de compagnons avec qui la France n'était pas du tout intégrée dans un groupe? J'étais beaucoup trop timide pour, étant dans un milieu étranger, par exemple, l'audience, l'assistance, pour les interpeller. Ça m'est arrivé, hein, c'est pas ça. Il y a quand même... J'ai fréquenté notamment un établissement à Paris, il faudrait bien que les Flamands le sachent, hein, car ça s'appelait les hautes études ou je ne sais pas quoi. Un truc populaire, ça ne coûtait rien. Et on pouvait là apprendre toutes les langues mondiales, le flamand compris. J'ai suivi là des cours de flamand, nous étions 6 ou 7. Au cours d'anglais, il y avait 200 personnes. Et au cours d'allemand aussi. Mais c'était gratuit. Et c'était l'État en 1922. Hein. Alors, tout n'était pas si mauvais. Oui. Et là, j'en viens là parce qu'il y avait notamment un élève de la classe de néerlandais avec qui je suis sorti un peu, c'était un ouvrier diamantaire. Et il voulait aller à Amsterdam faire un stage. Eh bien, avec lui, je me suis promené un peu dans les rues de Paris et nous avons un peu parlé de musique, etc. Mais il était encore moins cultivé que moi. Moi, j'avais l'enthousiasme d'un néophyte et j'étais prétentieux aussi dans ce domaine-là. Alors, vous savez, Paris était une ville étonnante de ce point de vue-là. Il n'y a pas de radio, hein, pas de télévision. Alors, comment écouter des œuvres importantes si on n'est pas dans un milieu de musiciens ou si on ne joue pas du piano? Eh bien, il y avait des concerts. Il y avait un concert qui s'appelait les concerts Touche. C'était boulevard Sébastopol, je crois. Et là, dans une salle, comme il y a beaucoup de maisons à Bruxelles, trois pièces qui suivent, l'orchestre se mettait au milieu et les assistants. L'orchestre ne comprenait que 30 musiciens, mais il y avait tous les musiciens du grand orchestre. Et là, ils avaient un programme, ils jouaient l'ouverture des maîtres chanteurs ou bien un concerto de Beethoven. Et c'était de très bons artistes. Ce qui fait qu'on pouvait aller là et savoir de quoi il retournait. Et comme je n'avais pas, comment dirais-je, l'esprit critique musical très développé, je trouvais ça fort intéressant. J'étais prêt à applaudir, même quand on jouait mal, j'en savais rien qui jouait mal. Parce qu'il y a aussi Je ne suis pas non plus musicien, je ne suis pas non plus dessinateur, et je suis mélomane, j'ai fréquenté avec passion la musique, mais je ne suis pas capable, j'ai appris le violon, tout seul aussi. À cette époque-là aussi? À cette époque-là aussi. C'est une voisine qui était russe, princesse russe, dévoyée naturellement. Elle était réfugiée, une vieille dame bien gentille. Et alors elle avait un violon, elle jouait le violon, et elle m'avait dit, vous devriez jouer le violon. Alors j'avais été très saisi. Elle m'a dit, si vous avez un violon, je vous donnerai des leçons. J'ai été acheter un violon aux Galeries Lafayette. Il faut être con. Alors quand elle l'a vu, elle a été très critique. Elle m'a dit, ah non, hein, il aurait fallu acheter autre chose. En tout état de cause, elle m'a appris comment on mettait les mains et les rudiments du violon. Et pendant 4 ans, j'ai fait du violon tous les jours. Pour savoir. Et aussi, parce que j'allais à la musique, il n'y avait pas moyen pour moi d'avoir... il n'y avait pas de phonographe non plus. Il y avait, ça existait, mais il n'y avait rien de qualité, quoi. Alors, j'achetais une petite partition, solfège, et alors je jouais sur mon violon, comme ça j'apprenais. J'ai appris comme ça des leaders de Schumann, de Schubert, etc., tout seul. Et ça allait jusqu'au un jour où je voulais raconter, je crois ça, j'avais trouvé une mazurka de Coppelia, hein, en solfège, comme ça. Et puis je suis allé voir le ballet à l'opéra, un ballet qui dure 1 heure ou 3/4 d'heure. Et je me suis dit, mais où est cette mazurka? Et il l'a joué depuis le début. Mais il l'a joué selon un autre rythme. Moi, je ne savais pas comment était le rythme de la mazurka. Ce qui fait que je ne l'ai pas reconnu alors que je l'ai entendu, parce que par la suite, je suis allé entendre Coppelia. Mais alors, je me suis dit, il y a quelque chose quand même dans mon instinct qui n'est pas favorable. Je devais jouer faux.
et tout ça n'a pas d'importance. Et pendant ces 4 ans, donc, vous avez appris le violon toujours avec cette réfugiée russe? La réfugiée russe, je l'ai laissé tomber au bout de quelques mois, j'ai fait tout ça tout seul. Ah, donc le violon, ce n'était pas Ah. pour elle. Ah non, ce n'était pas pour elle, c'était pour moi. J'avais pas de piano, j'aurais Oui. préféré un piano et tapoter dessus, c'est plus facile. Mais le piano, c'est trop cher. Hein. Alors, j'ai continué le violon tout seul. Et après tout, ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Puis j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que c'était sans issue, qu'il lui fallut que j'aille des professeurs que je n'étais pas capable de payer, que j'aie un instrument qui valait mieux que mon vieux clou, etc. Ceci dit, la musique a été pour moi le grand bain émotif. L'opéra. L'opéra d'abord parce que ma mère m'avait appris des tas de chansons sur les opéras comme, je ne sais pas, Les Noces de Jeannette, Werther, Mignon, La Tosca. L'opéra, si vous voulez, de mauvaise qualité. Mais j'ai commencé par cet opéra de mauvaise qualité, à l'Opéra Comique à Paris. Tout était très bon marché, vous savez, à Paris. Il fallait faire la queue pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais vous aviez les places alors à 50 centimes, etc. En haut. Et il y avait là l'attrait, je ne pense pas uniquement pour la musique, il y avait aussi le spectacle. Il y avait le spectacle, mais je faisais ça aussi à la Comédie Française, pour la comédie. Oui, mais je veux dire là, dans le cadre de l'opéra, il y avait aussi le spectacle. Ah non, le spectacle. Au début, naturellement, mon esprit critique était très, très, très élémentaire. Mais ce n'est qu'au bout d'un temps que je me suis rendu compte qu'il y avait des nuances et des nuances catastrophiques. Au bout de 2 ans, c'était Richard Wagner, mon Dieu, et ce n'était plus du tout la Tosca, etc., pour laquelle je crachais. Donc en une assez courte période, en définitive. Ah oui, mais Il y a eu des grands retournements. j'allais écouter 2 fois par semaine hein, à l'opéra. Alors ça vous fait quand même 52 semaines, parce qu'on joue l'été aussi. Alors on en voit. Alors on se forme, je lisais beaucoup. Et il y avait des gens de la queue de ces opéras qui parlaient entre eux. Ils étaient en réalité des gens du peuple et assez primitifs. Mais c'était des gens sympathiques. Il y en avait qui chantaient aussi, des airs d'opéra. C'était pittoresque, vous savez, très pittoresque. Il faudrait un de Sica pour mettre en relief ces gens. Je sais qu'à l'Opéra Comique, on était en face. On faisait l'accueil, on était en face d'un restaurant qui s'appelait Pocardi, qui était un restaurant de grand luxe. Et alors là, arrivaient des invités en fiacre, généralement. Hein. Et il y en a un, je me souviens d'un jour, un gag qui était digne d'un burlesque américain. Il y a un gros type qui se lève, il laisse passer la dame qui est avec lui, et il se baisse un peu au moment où il va sortir du fiacre, on le voyait de derrière. Et son pantalon s'est fondu d'un bout à l'autre. C'était un petit accident extraordinaire. Il y avait tout le temps des... C'est Paris, ça. Paris qui était... Vous comptiez rester à cette époque-là ou alors vous Non, je pensais... envisagiez votre retour en Belgique? J'étais patriote belge, malgré tout. Et je pensais à mon service militaire que j'allais faire en Belgique. Et alors, quand j'ai eu l'occasion de venir à Bruxelles, dans la firme qui m'employait à Paris, elle avait une succursale à Bruxelles, et elle m'y a dépêché. Alors, avant de parler de ça, je pense qu'il faut parler maintenant du plus important, enfin, de ce qui paraît être le plus important au niveau des arts, c'est votre découverte du cinéma qui, elle aussi, s'est passée à Paris. Elle s'est passée à Paris, mais c'est surtout dans les années qui ont suivi. J'ai quitté Paris alors que j'avais 20 ans, mais j'y suis revenu vers l'âge de 21, et je suis resté là jusqu'à 25. Hein. Alors, j'ai fréquenté à Bruxelles aussi tout ce qui était cinéma, musique et théâtre, et ce n'était pas mauvais, hein. Pas du tout. Alors, le cinéma, ça c'est... Le cinéma, c'était pour moi un autre art. Je préférais aller au théâtre, et ça dépend ce qu'on jouait, naturellement, bien sûr, ou au concert, ou à des conférences. C'était un art, le cinéma, déjà à l'époque, enfin, dans votre esprit? Oui, je le pensais, comme je le dis là. Je croyais que c'était un art qui était mal exploité et qui était surtout entre les mains de commerçants, c'est-à-dire les fameux grands de Hollywood, quoi. Et ça, c'est pas une réflexion qui est venue après, c'est vraiment... Il y avait déjà des livres, hein.
vers cette époque-là, j'ai acheté des livres de Moussinac et de gens comme ça, qui étaient remarquables. Remarquables au point de vue de la pensée et au point de vue du jugement sur certains films. Et il y avait quand même une vingtaine de cinéastes français qui inclinaient vers le grand art. Oui, enfin, alors il y a une autre chose qui m'intéresserait de savoir, c'est à cette époque-là, dans une ville comme Paris, qu'est-ce qui était diffusé? Des films français principalement et des films américains? Il y avait de tout. Les films américains, malheureusement, étaient rarement sous-titrés, et alors ne passaient pas bien. Mais quand ils étaient sous-titrés, ça allait tout seul. D'ailleurs, le cinéma, il y avait beaucoup de cinéma, autant que maintenant, et avait aussi fréquenté enfin par des foules, et des foules très, très mélangées. Il y avait des pauvres gens, mais il y avait aussi des richards. Il n'y avait pas de ce côté-là d'interdiction, seulement les films, sauf quelques-uns. Quand on faisait beaucoup de battage autour d'un film, c'était autour de la vedette, et alors on voyait un lamentable mélodrame. À ce moment-là, j'étais déjà critique à ce point de vue-là. Vous étiez plus sévère qu'envers la peinture ou la musique? Oui, c'est-à-dire que j'étais mieux éclairé. Je connaissais le théâtre et la littérature très bien, hein, très bien. Enfin, j'avais là une initiation qui était approfondie, tandis que la peinture, je n'en avais pas. Mais alors, est-ce que en fait, vous étiez critique pour le cinéma parce que vous ne voyiez que des choses que vous considériez comme médiocres, ou alors vous aviez aussi trouvé non, des choses exceptionnelles? J'allais là, soit le dimanche après-midi ou quelque chose comme ça, pour passer le temps. Mais je cherchais, s'il y avait eu un renseignement dans un livre ou ailleurs, je cherchais naturellement ce qui était de qualité. C'est à cette époque que j'ai vu Le Signe de Zorro, par exemple, hein, qui m'a enthousiasmé au dernier degré, et que j'ai vu les films de la Belgance aussi, J'accuse, et des choses comme ça qui me semblaient admirables et mélodramatiques, hein, c'est la limite. Dans le mauvais sens du Dans le terme. mauvais sens du terme. Et puis René Clair, qui débutait en tract, c'était de 23, ça, c'était déjà plus tard. Oui, mais qui était un éclair qui était quand même un peu à part, qui faisait quand même des choses qui étaient assez légères, parce que Oui, les oui. ballets. Oui. Non, mais Qu'est-ce que vous recherchiez dans le cinéma? Vous pensiez que c'était... moi je n'avais pas d'ambition, hein. Je cherchais un divertissement, et un divertissement intelligent. Alors j'applaudissais à ceux qui les défendaient. Il y avait des choses au cinéma, mais pas beaucoup. Et les films expressionnistes allemands sont venus avec un peu de retard à Paris, et se sont signalés surtout par le succès phénoménal du cabinet Dr Caligari. On a joué ça dans un cinéma près de l'Opéra, et ça a tenu des mois. Mais Et c'était un peu en marge, ou c'était vraiment dans un cadre de diffusion comme les autres films? comme les autres. Et le public y allait comme les autres, mais il n'était pas intéressé par la recherche artistique. Vous l'avez vu, ce film? Oui, bien sûr. Eh bien, on disait, c'est la vision d'un fou. Et alors, du moment qu'on disait la vision d'un fou, il y avait l'explication à la déformation, si l'on peut dire, des images et des situations. Ça ne passait pas pour un film admirable aux yeux du populo, mais le populo y allait. Mais est-ce que vous, par exemple, un film comme celui-là, est-ce que vous saisissiez l'utilisation de l'expressionnisme? Oui. Donc là, il y a eu donc Oui, mais c'est quand même une transformation Oui. et une vision toute nouvelle de l'art. Oui, mais vous voyez, de ma 15e à 20e année, j'ai en somme fait mes classes. Alors, il y avait deux époques où j'étais tout à coup plus éclairé dans tel domaine, et puis il y a deux époques où j'étais Parce que Caligari, c'est quand même assez tôt, c'est 1919. Oui. Donc, Et j'ai vu aussi La Péniche tragique de Filiuzzi, et puis d'autres films expressionnistes qui passaient. l'expressionnisme allemand, ça a été... Oui, c'était... l'expressionnisme était vraiment typé comme film d'art, dirait-on, dans le mauvais sens du terme. Tandis que les burlesques américains ou Chaplin, ce n'étaient pas des films d'art, c'était du cinéma, et du grand cinéma. Mais l'expressionnisme était une voie originale et passionnante pour moi. Passionnante. Et pas seulement intrigante comme le cubisme. Vous y preniez plus... Mais le cubisme n'était pas présenté de manière vivante. J'avais vu je voyais des revues, naturellement, où j'en achetais, où je les feuilletais. Et j'étais au courant de ces mouvements, mais je ne les connaissais pas bien.
C'est à peu près l'époque où il y a eu le bœuf sur le toit et où Cocteau est apparu comme une vedette, etc. Et tout cela me semblait attirant, mais un peu étranger. Et puis comme j'étais communiste, bourgeois. L'art bourgeois, décadent. Donc là commence à apparaître, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, vers cette époque, c'est-à-dire vers le début des années 20, vous commenciez à avoir une vision beaucoup plus critique et une vision un peu idéologique. Oui, de l'art. oui, oui. Oui, mon Et plus la idéologie. même ouverture qu'au départ. Oui, je n'ai jamais été un doctrinaire ni un fanatique. Et même en ce temps-là, où c'était pour moi nouveau, et ça me semblait une vérité. Alors, j'ai toujours été circonspect et sceptique quant à mon opinion même. Ce qui fait que tout allait pour le mieux dans mon panorama de culture ou d'instruction. C'était décousu, mais c'était assez profond et c'était très vivant puisque je le faisais volontairement. Je le faisais pour mon plaisir. Alors par conséquent, tout était pour le mieux. Quand on étudie et qu'on étudie les choses mornes et abstraites, elles n'entrent pas vite dans la tête, elles n'y restent pas. Mais là, ça restait bien. Et même avec la découverte du cinéma, il n'apparaissait toujours pas une volonté de participation personnelle. Non. Non, je me considérais pas encore mûr pour une vie autonome, en quelque sorte, d'homme. J'étais un très jeune homme. Mais vous l'envisagez pour l'avenir? Oui, oui. Ah oui. Je voulais être cultivé précisément pour être au niveau des meilleurs hommes qui entraient dans la lice, qui avaient fait leurs études. Comme je ne faisais pas d'études, c'était ma manière, c'était mes universités, comme dirait Gorky. C'était ma vie qui devenait mon champ d'études. La vie que je vivais et les plaisirs que j'y prenais. Et en même temps, je travaillais, j'étais avec des employés et des demi-ouvriers. Et avec tous ces gens-là, j'avais d'excellentes relations. Mais Pas politiques. Totalement différent. Ah oui, absolument. Enfin, votre comportement même était différent. Oui, oui, j'étais prétentieux, je trouvais que j'étais moi. Je faisais partie d'une élite qui n'en faisait pas partie. Oui, mais vous ne leur montriez pas. Non. Alors, reprenons le récit plus terre à terre. Donc en 21, vous partez en Belgique. C'est en 22. 22, vous partez en Belgique Oui. pour cette entreprise pour laquelle vous travaillez depuis Oui. quelques années. Et j'y reste là, je devais y rester